Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Il y a maintenant un peu plus d'un mois, je vous ai demandé sur les réseaux en fait de me poser les questions que vous n'aviez jamais osé me poser en commentaire en vue d'une vidéo FAQ. Et dans cette vidéo, maintenant, il est temps pour moi de prendre mon temps pour vous répondre. Je tiens de suite à vous préciser avant de commencer que je vais devoir garder le téléphone à la main en fait pour pouvoir lire les questions qui m'ont été posées pour la simple et bonne raison que certaines font plus de 10 lignes et qu'en fait il faut impérativement, je ne peux pas tout mémoriser de tête pour écrire, enfin pour vous le répliquer au mot près. Donc je vais garder le téléphone à la main afin que ce soit beaucoup plus simple à gérer pour moi. Allez, on commence de suite avec la première question qui m'a été posée. En fait, celle-là, c'est pas la première dans l'ordre chronologique, mais je vais vous donner la réponse en premier parce que pour moi, c'est au final, cette personne a posé la question, enfin une question en fait directement sur le comment du pourquoi je suis arrivé à la pêche. Donc, je vais vous la lire et je vais y répondre. Donc, c'est une question de Sistalova Outdoor qui me l'a posée donc sur YouTube, une fidèle abonnée. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à pratiquer la pêche et pourquoi spécialement le black bass? Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à pratiquer la pêche? Il faut savoir que j'ai un parcours vraiment très atypique par rapport à la majorité des pêcheurs. Chez moi, ça ne s'est pas transmis de famille. C'est pas quelque chose de famille en fait, la pêche. On pêchait petit quand on était en fait, comme moi je viens du Nord, c'est vrai qu'on faisait des fois une fois dans l'année. On se louait un étang avec mon père, avec mon grand-père, avec tous les oncles, les tantes. Et en fait, on passait une journée au bord de l'eau à pêcher au bouchon les truites de lâcher. Mais c'était en fait, c'était pas vraiment pour dire de pêcher, c'était plus une réunion de famille en fait. Donc chez moi, voilà, on n'a pas vraiment eu de pêche. Après, c'est un lien que j'ai entretenu par contre avec mon grand-père. Il y a des moments, je n'allais qu'avec mon grand-père. On se prenait une carte à la journée et on allait pêcher toujours, voilà, pareil, opposé au bouchon. On allait pêcher ces fameuses truites de lâcher, ces fameuses truites arc-en-ciel. Et en fait, concrètement, après, je n'ai plus pêché pendant des années. Il faut savoir que je viens du Nord-Pas-de-Calais et en fait, concrètement, là-bas, le seul exemple qu'on avait de la pêche à ce moment-là, c'était les copains qui allaient à la pêche, ils allaient à la pêche au cou. Et au final, je m'en souviens encore, ça me choquait, c'était vraiment dans le stéréotype, c'est qu'au final, ça descendait plus de canettes de bière que ce que ça sortait de gardon. Donc, c'est pas quelque chose qui m'attirait vraiment plus que ça. Et c'est quand je suis arrivé en fait sur Nice, quand je suis arrivé sur Nice, mon ex-beau-frère était vraiment un grand passionné de pêche. Donc même je me souviens, je rigolais de lui à ce moment-là parce que j'avais toujours cette image de la pêche au cou et des canettes de bière qu'on se descendait. Et en fait, c'est là où un jour, en fait, il m'a emmené sur le fameux lac de la Ganguise. Donc j'étais en vacances dans l'Aude. Il m'a emmené sur ce fameux lac de la Ganguise, un lac qui m'est maintenant assez cher parce que il représente beaucoup pour moi. Et en fait, c'est là où j'ai vu pour la première fois des lancers, des cuillères, des trucs comme ça. Il m'a formé en 5 minutes. Il m'a dit, voilà, tu prends, tu lances, tu ramènes, tu lances, tu ramènes, tu lances, tu ramènes. Et j'ai fait, pour la première fois de ma vie, j'ai sorti un brochet. Alors maintenant, avec mon passé de pêcheur, maintenant avec mon vécu, concrètement, j'ai juste sorti un sifflet de 35 cm. Mais depuis ce jour-là, en fait, j'ai été piqué. Et je me souviens que la première chose que j'ai fait quand je suis rentré à Nice, je suis allé directement chez Decathlon et je me suis acheté plein de matos de pêche. Donc je me suis acheté des cannes je me suis acheté des lancers, je me suis acheté des leurres, j'y connaissais pas plus. Et voilà, j'ai commencé en fait la pêche comme ça. Et maintenant, en fait, pourquoi le black bass? Pourquoi spécifiquement le black bass? Parce que quand j'ai commencé à pêcher, quand je me suis installé donc peu de temps après sur Toulouse, Toulouse, faut savoir que le black bass, c'est le carnassier le plus représenté sur Toulouse. Concrètement, il doit y avoir que 2 ou 3 spots sur tout l'ensemble toulousain qui ne contient pas de basse. Et honnêtement, je pense qu'il faut vraiment le faire exprès pour jamais avoir attrapé un bass à Toulouse. Voilà, c'est un peu... le bass à Toulouse, c'est un peu comme du poisson rouge dans un bocal. C'est inévitable en fait.
Et en fait, au fur et à mesure, donc quand j'allais pêcher, j'allais tout le temps pêcher, j'y allais quasiment tous les jours, hein. J'étais tous les jours au bord de l'eau, tous les jours au bord de l'eau. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis vraiment, on va dire, je prenais de plus en plus de plaisir à ne cibler que du basse, au détriment du brochet qui, en fait, chez nous, on a beau dire ce qu'on veut, on a beau vouloir faire ce qu'on veut, le brochet dans le 31, c'est vraiment pas top. Donc, résultat, c'est aussi pour ça que ben, c'est un poisson qui était simple à trouver ici. Un poisson, chez nous, on a de jolis spécimens, donc on est vite en contact avec du bass de 50, du bass qui tire, du bass qui a des watts. Et en fait, bah, c'est comme ça que je suis tombé complètement accro de ce poisson, c'est à force de le pêcher. Voilà. Deuxième question, cette fois-ci toujours sur YouTube. Euh, une question de Ralph Garot, lui aussi un fidèle abonné qui commente souvent. Je te remercie d'ailleurs de commenter aussi souvent les vidéos. Et qui m'a posé une question. Si tu n'avais qu'un seul leurre à utiliser, lequel emmènerais-tu avec toi? Alors malheureusement, il n'a pas précisé pour pêcher en général le carnassier ou pour pêcher spécifiquement le black bass. Si, je vais répondre en fait pour les deux cas, si c'était réellement pour chercher n'importe quel type de brochet, que ce soit enfin, n'importe quel type de carnassier, si c'était du brochet, de la perche, tout ça, à ce moment-là, si j'avais qu'un leurre à amener, ben, c'est ceux par lesquels j'ai commencé la pêche et qui m'a fait prendre toutes les espèces de carnassiers confondues, toutes jusqu'aux sciures, et ben en fait c'est la cuillère tournante. C'est vraiment, si je pouvais utiliser qu'un seul leurre, demain c'est la fin du monde. J'ai le droit de prendre une canne à pêche, quelques leurres avec moi, enfin un leurre avec moi pour être sûr de survivre et de faire du poisson. Bah franchement, je ne me casserai pas la tête. Je prendrai une cuillère tournante. Maintenant, si c'est spécifiquement pour le black bass, alors j'en ai plusieurs en tête qui sont des valeurs sûres, vraiment, où je suis sûr de faire du bass avec. Mais je pense que je dirais le rubber jig. Moi, je prendrais vraiment, je choisirais uniquement le rubber jig parce que ça reste un leurre qui est très polyvalent. On peut faire du lancer-ramener avec, on peut pêcher en traction avec si on en a envie, et surtout on peut aller gratter dans les arbres morts. Il est pêchant même à l'arrêt. Donc je sais, j'aurais pu aussi choisir le worm. J'adore pêcher le bass au worm, c'est une valeur sûre. Ça prend du bass qui va faire jusqu'à 20 cm, de 20 cm jusqu'à même quasiment, on peut faire du 60 cm avec un bête worm. N'en déplaise à certains qui trouvent que c'est un leurre ou une technique de pêche enfantine. Je m'en fous. Le but, c'est que ça prend du poisson. Et je vous le dis, voilà, le worm, j'aurais pu le dire aussi. Mais voilà, je vais choisir uniquement un seul leurre. Et ben, ce sera le rubber jig avec en trailer forcément une écrevisse. Troisième question, et celle-là elle est d'actualité, donc c'est Maxime Dreuil qui me la pose. Et donc c'est pour ça que je dis qu'elle est d'actualité, parce qu'en fait elle concerne le presspawn du bass. Donc salut, moi ma question est sur le bass, et plus précisément le presspawn. Quel genre de leurre utiliser? Quelle est la date légale pour commencer? J'aimerais en savoir plus sur sur ce moment de l'année. Alors pour les leurres, concrètement, je vais pas le redire dans cette vidéo parce qu'en fait j'ai fait une vidéo il y a 2-3 semaines maintenant justement. Les leurres, d'ailleurs je vais mettre une fiche comme ça si jamais quelqu'un veut aller voir cette vidéo qu'il ne l'a pas vue, au moins comme ça vous aurez directement le lien au-dessus. Mais par contre je vais vous expliquer un petit peu plus au niveau des dates. Donc il n'y a pas de date officielle, il n'y a pas de date à proprement parler parce que chaque biotope est différent, chaque lac est différent, chaque département en France est différent. Il faut savoir qu'on vit dans un pays qui contient 5 climats. Donc forcément, on ne peut pas avoir les mêmes températures à Toulouse, le même jour et le même climat que par exemple, j'ai juste donné un exemple comme ça, qu'à Angers. On ne peut pas avoir le même climat, donc en fait ça va se comporter de manière différente. C'est pareil, selon, tout dépend si vous pêchez le bass dans un lac de barrage par exemple, ou dans un fleuve qui va contenir des 10-12 mètres de fond, à un étang de 2 hectares qui aura que 1 mètre, 1 mètre 50 de fond. C'est pas comparable. C'est pareil aussi, même sur l'exposition, des fois ça peut être bien ombragé, à ce moment là l'eau mettra plus de temps à se réchauffer. Bref, il n'y a pas réellement, on peut pas, je ne peux pas, enfin personne ici ne pourra donner de date officielle. Tout ce que je peux vous dire, on va dire, c'est que en général, ça peut commencer de mi-février dans les régions, on va dire, un peu plus chaudes, et ça va s'arrêter jusqu'à
ça peut aller ce presse-spawn jusqu'à fin avril, début mai pour les coins les plus froids, les lacs les plus profonds. Et encore même des fois sur les grands lacs par exemple, même sur le même lac, vous n'aurez pas les mêmes dates de pré-spawn. Si vous êtes au nord du lac, au sud du lac, à l'est ou à l'ouest, ça va dépendre de beaucoup de choses. Il y a une chose par contre sur laquelle vous pouvez commencer un petit peu à regarder, c'est la température de l'eau. Il faut savoir qu'en général, les basses vont commencer leur pré-spawn. Alors là c'est pareil, ça reste des mesures théoriques. Ils vont commencer le pré-spawn, ils vont commencer à ressortir de leur torpeur. Généralement quand l'eau va commencer à atteindre les 13 degrés. Et par contre, une fois que l'eau atteint les 16 degrés, on commence à se méfier parce que là, ils vont commencer à préparer les nids. Et là, à 18 degrés, vous êtes sûr et certain que le bass est sur nid et que voilà, la ponte est faite. Donc, généralement, là, il faut vraiment arrêter. Donc, par réflexe, prenez un thermomètre et on va dire que dès que vous voyez que l'eau a atteint 16 degrés, laissez tomber. On arrête, le presse-spawn est terminé. Et bien entendu, ça dépend aussi pas que de ça, ça va dépendre aussi du temps d'ensoleillement dans une journée qui sera pas pareil selon si vous avez par exemple un mois de mars qui est extrêmement lumineux avec du soleil tout le temps et un mois de mars par exemple, à contrario, qui va être extrêmement gris. Le stade du presse-spawn ne sera pas avancé de la même façon. On m'a aussi d'ailleurs posé par rapport à ça une question sur les yeux rouges des basses. Donc oui, effectivement, alors ça c'est pas non plus, j'ai déjà vu des cas de basses qui étaient sur nid qui n'avaient pas les yeux rouges, ça arrive, mais souvent, là vous pouvez être sûr et certain que quand à cette période de l'année, vous prenez un basse qui a les yeux rouges, vous pouvez être sûr que là, qu'en fait, c'est un bass qui est en protection de nid. Donc, directement, s'il vous plaît, à ce moment-là, mais remettez-le à l'eau le plus vite possible. C'est voilà quoi, vous l'attrapez, vous prenez la pince directement, vous lui enlevez le leurre. Et sans même faire de photos, quoi que ce soit, remettez-le à l'eau de suite, là où vous l'avez tapé. C'est vraiment très important, c'est vraiment pour éviter en fait de laisser le nid sans surveillance le plus long. Enfin, vraiment, il faut vraiment, à ce moment-là, déranger le moins possible les basses. Donc, quatrième question, toujours sur YouTube, une question de Jacob CD 145. Comment tu te payais tes leurres plus jeune quand tu étais étudiant? Alors en fait j'ai répondu plus ou moins dans la première question, c'est que moi j'ai commencé la pêche réellement, j'étais adulte. Mais ce n'est pas parce que j'étais adulte que j'avais des sous. Ça, il faut le comprendre de suite. J'ai toujours fait plus ou moins des jobs alimentaires, des jobs assez mal payés. Donc voilà, moi, on va dire, il faut comprendre que j'ai voulu commencer à travailler jeune. Euh, les études, c'était pas un truc qui m'attirait. L'école, c'était pas un truc qui m'attirait. Et malheureusement, ici en France, il n'y a que réellement, on va dire, au diplôme qu'on te paye. Donc voilà, on va dire, je suis toujours un petit peu pareil dans la galère. Maintenant, c'est un peu moins compliqué maintenant avec la chaîne. Mais il faut avouer que oui, non, je te comprends. Donc à ce moment-là, il faut que tu trouves un moyen de te faire un peu d'argent de poche. Donc tu peux aller tondre la pelouse. Si tu es à l'aise avec les gosses, tu peux faire du babysitting. Tu peux rendre des services à gauche à droite contre un peu d'argent. Voilà, tondre la pelouse, même sortir les chiens des autres, des fois, sortir les chiens des autres, ça peut te faire un petit peu d'argent de poche. Si tu es doué en informatique, tu peux même aider des gens sur des projets, voilà, te faire un petit peu de caillasse, un petit peu d'argent de poche. Et surtout aussi, ce que je te conseille quand tu commences, c'est de ne pas acheter de leurre qui coûte cher. Concrètement, je vais te donner un exemple comme ça, j'ai quelques leurres méga basses. J'ai quelques leurres méga basses parce que c'est vrai que j'aime bien, ils sont beaux, tout ça et tout. Mais je fais autant de poissons avec eux que ce que j'en fais avec des leurres qui viennent de chez Caperlan, en fait. Pour moi, ils vont pas être forcément plus efficaces. Enfin, la différence, en fait, ne justifie pas pour moi le prix. Donc, en fait, concrètement, un conseil, tourne-toi vers des marques qui sont pas trop chères. Même pour commencer, moi je peux te le dire, hein, va directement sur des sites comme AliExpress. Maintenant beaucoup de monde va sur ce genre de site-là. Alors, j'aime pas trop encourager à aller sur AliExpress parce que ça reste de la copie. Et concrètement, pour moi c'est un peu immoral en fait. Je veux dire, les marques payent des ingénieurs, ils payent tout un développement qui font que voilà, ça donne le prix que ça donne.
Et en fait, tout ce qui se passe sur AliExpress, en général, les Chinois, ils font quoi? Ils achètent le modèle original et en fait, ils le copient à l'identique. Donc en fait, il s'évite concrètement toute cette partie recherche et développement qui coûte extrêmement cher à une marque. Donc je peux pas trop, on va dire, encourager ça. Pour moi, c'est pas moral. C'est pas super moral ça. Maintenant, on est face à la réalité de la vie qui fait que tout est cher et que maintenant, de plus en plus de monde pêche avec du leurre AliExpress. Et concrètement, tu peux tomber sur de très bons leurres aussi. Donc voilà, si j'ai une chose à te dire, c'est juste, essaie d'aller, essaie d'acheter en fait sur des marques qui sont beaucoup moins chères que les autres et qui marchent tout aussi bien. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ce que je peux te dire. Et puis, bien entendu, pour l'argent, il faut faire voilà, du petit boulot. Tu peux, si tu as l'âge légal de travailler, à ce moment-là, tu peux même faire un petit contrat de 20 heures à McDo, toutes des conneries comme ça, pour te faire un peu d'argent. Allez, on passe maintenant aux questions posées sur Facebook. Donc, une question de Dani GZL. Bonjour, étant débutant à la pêche au leurre et au black, ton expérience dans ce domaine est top. As-tu envisagé par exemple de faire profiter tes abonnés avec une box de leurre dédiée au black bass? Entre parenthèses, vente d'une sélection de leurre, profiter d'une remise fournisseur, nanana, car le choix n'est pas toujours simple et l'utilisation non plus. Alors, oui, concrètement, alors j'y avais déjà pensé, mais comme souvent, comme beaucoup de choses, il y a des choses qui arrivent, qui repartent, qui arrivent, qui repartent, ça fait que ça un peu dans ma tête. Et effectivement, ça m'est déjà traversé l'esprit. Et le fait que tu me poses justement cette question fait que j'en ai parlé avec des personnes qui pourraient être intéressées aussi pour travailler avec moi là-dessus. Donc, je parle à ce moment-là de fournisseurs. Alors, bien sûr, il faut savoir, moi qui ai bossé dans ce domaine, j'ai bossé donc dans la logistique dans ce domaine pour une certaine entreprise justement qui fait ce genre de box multicarnassier. Moi, j'ai vu ça de l'intérieur. J'ai vu ça de l'intérieur et je sais que moi, à mon échelle, je pourrais jamais proposer des leurres de grande marque. C'est impossible parce que pour avoir des tarifs préférentiels, on va dire, il faut à ce moment-là commander des quantités énormes. Il faut se rendre compte, en fait, il faut se rendre compte de la chose. Moi qui ai travaillé dans ce business, je peux vous dire qu'en fait, ça se fait pas en un claquement de doigts. Je peux pas avoir du méga bass si j'en ai envie. Je peux pas faire ça si j'en ai envie. Déjà, il y a des entreprises qui n'ont pas forcément envie de voir leurs produits dans des box aussi, hein. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui vont dire, imaginons, je peux te faire un tarif préférentiel à partir de 1000 références. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'arrive déjà à trouver 1000 clients. Donc c'est quasiment, enfin c'est très compliqué. Par contre, oui, j'ai cette idée en fait de le faire, mais avec du matos, on va dire avec des marques peu connues. Déjà, moi j'aime bien les crafters, j'adore les artisans, les crafters, j'adore parce que ce sont des mecs qui bossent de leurs mains. Vraiment, enfin c'est vraiment, moi j'en connais pas mal maintenant. Et à ce moment-là, moi, je souhaiterais plus les mettre eux en avant. Donc, si je faisais ce genre de box, forcément, ça serait plus sur des produits de crafter, mais pas sur des produits de grande marque. Allez, petite question maintenant de Frédéric Jarry. Donc là, c'est plus une question technique. Salut et encore bravo pour des vidéos. Comment relier le bas de ligne dropshot au corps de ligne en tresse? Agrafe pour changer rapidement le bas de ligne, émerillon, mais ne passe pas dans les anneaux. Nœud direct sur la tresse, mais obligé de couper pour chaque changement. Je te remercie. Alors moi, personnellement, je ne mets pas d'émerillon agrafe pour changer rapidement le bas de ligne. Je noue directement le bas de ligne à la tresse. Voilà, moi je fais mon nœud en fait, le nœud Albright pour le citer, voilà, c'est le nœud Albright que je fais. Mais non, à chaque fois, moi, je ne mets pas de système d'émerillon. Alors, certains le font, hein, pour ne pas perdre de temps, certains le font. Moi, personnellement, j'aime pas. Je sais pas pourquoi, moi je n'aime pas. Et puis, j'aime bien avoir, voilà, vraiment directement le nœud de raccord. Peut-être est-ce que, alors, jamais essayé, est-ce que ça me ferait perdre de la sensibilité au niveau de la détection des touches si jamais je mettais un émerillon. Mais bref, voilà, moi j'aime bien relier directement. Donc un petit nœud Albright
pour accorder la tresse au fluorocarbone. Et effectivement, malheureusement, et ben, si après il faut changer ou quoi que ce soit, oui, à ce moment-là, il faut couper. Alors après, ce que je te conseille, si tu veux faire ça, tu mets au moins 2 mètres de bas de ligne en fluoro. Comme ça, bah, concrètement, tu auras juste à couper. Tu vas juste couper 30-50 cm du bas de ligne. Là où tu as mis tes hameçons, tu couperas là. Et là, à ce moment-là, bah, tu pourras remettre ton agrafe tranquillement si tu veux revenir pour pêcher au crank ou avec un leurre classique sans avoir besoin de tout refaire le nœud. Avant-dernière question donc de Vincent Ourque toujours sur Facebook. Salut Redneck, j'aime beaucoup tes vidéos. Est-ce qu'il y a des pêcheurs qui t'inspirent et que tu regardes en vidéo pour te booster quand la pêche est plus dure ou quand tu veux apprendre de nouvelles techniques? Merci. Alors moi, il y avait une chaîne que j'ai énormément regardée. Justement quand j'ai commencé la pêche. Bon, d'ailleurs, cette chaîne maintenant n'est plus alimentée, mais ses vidéos sont toujours disponibles. C'est la chaîne Défi de pêche. Et cette chaîne, en fait, le gars, c'est voilà, et en fait, c'est une chaîne, c'était que des tutos. Il expliquait comment pêcher au chatterbait, comment pêcher au crankbait, comment pêcher à ça, à ça. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que je faisais beaucoup aussi? C'est lire des livres. Ce que je faisais, c'est une fois, je m'en souviens, je vais vous raconter une petite anecdote encore. J'adore lire des livres de pêche et en fait, bah, il faut comprendre en fait que ce qui marchait à l'époque de nos anciens marche encore mieux à notre époque à nous parce que maintenant plus personne ne les utilise. Donc je suis allé chez Emmaüs. Chez Emmaüs, ils ont en fait des rayons, librairie, où ils vendent des livres. Alors, et des fois, vous pouvez tomber sur des livres des années 80, au niveau de la pêche, des années 80, 90, vraiment des vieux ouvrages. Je peux même vous dire que j'ai même des livres où dedans, il y a des recettes pour cuisiner le poisson. Donc vraiment pour dire que c'est plus du tout la même mentalité. Mais bref, dedans, vous retrouvez tous des montages. Et c'est aussi comme ça que je faisais quand il y a des moments, ça mord plus. Et ben en fait, je retourne dans ces livres-là et je cherche en fait des techniques. J'essaie de ressortir des techniques que nos ancêtres, que nos anciens ont mis en fait, ont inventé. Et en fait, bah, j'essaie de les réutiliser celles-là. Après, est-ce qu'il y a des pêcheurs qui m'inspirent énormément? Alors oui, moi concrètement, j'ai toujours quelqu'un. J'ai toujours quelqu'un. Je le connais moi personnellement depuis que je suis arrivé à Toulouse. Alors c'est pas quelqu'un qui est très connu, même s'il a déjà tourné. Vous l'avez déjà vu dans une vidéo avec Canito de la chaîne Scarna Fishing. Et c'est Victor Géolas. C'est un guide de pêche qui travaille au au Décathlon Escalquens, donc dans la banlieue de Toulouse. Et ce gars, je lui dois énormément de choses. Et là encore, même récemment, je bloquais sur quelque chose, bah, j'ai appelé Victor. C'est vraiment, voilà, voilà. Pour moi, Victor, si Victor n'a pas de solution, croyez-moi, le truc, il est impossible à résoudre. C'est mon joker. Et je sais que voilà, je lui dois énormément tout ce que je sais à la pêche. Concrètement, c'est lui plus ou moins qui m'a expliqué beaucoup de choses. C'est lui encore maintenant, voilà, comme je vous dis, hein, quand j'ai des choses qui vont pas, d'un point de vue pêche, que je n'arrive plus. Il y a des moments, comme Canito dirait, j'ai perdu le mojo. Il y a des moments, ça rentre plus. Les poissons ne rentrent plus. Et j'ai besoin en fait d'une remise en question, d'un œil objectif, de quelqu'un qui a un largement meilleur niveau que moi. Et en fait, bah, c'est Victor que j'appelle. Et souvent, il est d'excellents conseils. Donc voilà, moi, je veux pas forcément suivre. Je suis pas forcément le mec qui va suivre, qui va avoir des, comment dire, qui va regarder des vidéos pour essayer de débloquer une pêche. Non, moi directement, j'appelle Victor, j'appelle Victor qui est mon pote, qui est mon guide enfin, qui est un excellent, un très grand guide de pêche, et je l'appelle lui. Après, bien entendu, il y a toujours des vidéos que je regarde. D'ailleurs, il y a des youtubeurs que j'ai commencé à regarder quand j'ai commencé la pêche, vraiment du carnassier, et que je regarde encore toujours, et pour qui j'ai énormément d'admiration, et même, je vous le cache pas, avec qui j'aimerais vraiment tourner un jour une vidéo, parce que ce serait vraiment incroyable. Moi, personnellement, c'est Tosh et Canito de Scarna Fishing. J'ai commencé, en fait, quand j'ai commencé la pêche, j'ai commencé à regarder leur chaîne à eux.
Et j'ai beaucoup appris grâce à eux, en fait. Et après, avec le temps, j'ai rencontré d'abord Tosh, puis ensuite j'ai rencontré Canito, et puis voilà, quoi, je suis de bon contact avec eux. Mais c'est vrai, voilà, s'il y a vraiment des youtubeurs qui m'ont inspiré, qui m'inspirent et tout, beaucoup, c'est bien eux, c'est Tosh et Canito de Skarna Fishing. Et maintenant, la dernière question avant d'arrêter, hein. Dernière question sur Facebook de Sébastien Montfort, qui dit « Salut, je te suis depuis un bon moment et j'aime beaucoup tes vidéos. Merci à toi. Je ne suis pas très mauvais pêcheur en flotte tube, mais je ne suis jamais arrivé à pêcher autant de poissons que certains youtubeurs en une seule sortie. Entre parenthèses, région Normandie. Toi qui es dans le domaine, sais-tu si c'est sur plusieurs sessions regroupées en une seule ou dans des étangs privés gavés de poissons? Et toi, comment fais-tu » Alors, ça c'est une question un petit peu, on va dire, ça passe sur le secret professionnel cette affaire. Non, je rigole. Alors là, en fait, il y a plusieurs écoles. Il y a les petits youtubeurs, les petites chaînes, on va dire, comme la mienne, comme celle de beaucoup de chaînes qui ont 1000, 2000 abonnés, 3000, peut-être jusqu'à 5000 à peu près. Sur les petits youtubeurs, il faut savoir qu'en fait, YouTube ne nous rémunère pas assez pour payer nos factures. Donc on est obligé de travailler à côté, d'avoir un métier. En plus d'un métier, on a souvent une compagne, on a souvent aussi des enfants, donc on a une vie de famille à gérer. Et donc en fait, on est obligé de partager notre temps hebdomadaire avec tout le monde, pour le travail, pour la vie pro, et aussi forcément aussi pour la pêche et la chaîne. Ce qui donne en fait souvent que les petits youtubeurs n'ont que une session par semaine pour pouvoir pêcher, voire peut-être deux. Allez. Concrètement, il faut que... alors certains, c'est pour ça, quand vous voyez ces petites chaînes, il y en a certains, comme vous voyez, ils publient une fois par mois, une fois tous les 2 semaines. Moi, par exemple, pour mon cas, comme on l'a demandé, mon cas personnel, c'est que moi, je publie tous les jeudis. Donc ça veut dire que tous les jeudis, ça veut dire que sur la session que je vais faire le week-end, il faut impérativement que je fasse du poisson. Je n'ai pas le choix parce que j'ai déjà essayé de faire une vidéo où il n'y avait pas de poisson et directement, on voit directement le nombre de likes, il est dégueulasse, enfin tout est dégueulasse. Donc en fait les gens, ça aussi c'est très paradoxal, petite parenthèse, c'est que les gens veulent quelque chose de sincère, veulent quelque chose de vrai, mais quand on montre un capot, en fait les gens, ils n'aiment pas. Donc c'est un petit peu le côté schizophrène en fait aussi de l'humain. Voilà. Donc malheureusement, nous on est obligé de tourner on est obligé de tourner les petits youtubeurs sur une ou deux sessions, enfin une session même bien souvent, pour faire une vidéo qui est forcément nettement moins qualitative parce que on peut pas être au four et au moulin. Ça veut dire qu'on peut pas être concentré à essayer de faire beaucoup de poissons sur une journée. Vous savez qu'on est en France ici, on n'est pas en Espagne, on n'est pas aux Pays-Bas, on n'est pas en Irlande, ni en Suède, ni au Maroc, ni aux États-Unis. Notre densité de poissons, elle est pas ouf. Et par contre, la densité de pêcheurs l'est. Donc, concrètement, si on veut une vidéo où il y a plusieurs poissons, on est vraiment obligé de pêcher toute la journée. Et si on pêche toute la journée, on n'a pas le temps non plus de tourner des magnifiques plans de drone, des magnifiques images au ralenti, tout ça et tout. Enfin, vous voyez un petit peu, on ne peut pas faire des vidéos extrêmement qualitatives sur une journée. Donc ça, voilà, c'est la manière de procéder des petites chaînes. Donc là, je vous ai parlé du cas des petits youtubeurs. Maintenant, pour le cas des gros youtubeurs, c'est différent. Parce que ces gros youtubeurs, il faut savoir une chose, c'est que généralement, à partir de leur nombre d'abonnés, à partir de plus de 50 000 abonnés, ils en génèrent réellement un revenu. Et en générant un revenu, en fait, un vrai revenu significatif, qui permet souvent de payer un loyer, des factures, tout ça et tout, bref, d'avoir un emploi. Ces gens-là, en fait, concrètement, votre 35 heures, eux, leurs 35 heures à eux, c'est d'aller tourner des vidéos. Donc forcément, pour une vidéo qu'ils vont produire, ils peuvent prendre une semaine de tournage. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors certains, voilà, tous les gros youtubeurs tournent sur plusieurs jours. Et c'est aussi ce qui fait la qualité de leurs vidéos.
Parce que, mine de rien, il faut savoir que, comme je vous ai expliqué, nous, les petits youtubeurs, en une journée, il faut qu'on fasse du poisson et malheureusement, on n'a plus le temps derrière. On n'a plus le temps derrière d'avoir assez de poissons et de pouvoir se permettre de faire des plans de drone, des plans de ci, des plans de ça, des plans de trucs, des ralentis, enfin, des plans incroyables. Concrètement, on ne peut pas le faire. Mais les gros youtubeurs, eux, justement, vont pouvoir prendre ce temps. Donc, dans les faits, ils ont peut-être une semaine de tournage pour certains, mais sur une semaine de tournage, il n'y a pas une semaine de pêche. Attention, hein, ils ne vont pas pêcher pendant une semaine. Ils vont peut-être pêcher 2 ou 3 heures par session, donc par jour, pêcher 2-3 heures pour pouvoir vraiment bien soigner les plans, bien soigner les releases, bien soigner vraiment de filmer le poisson. Enfin, voilà. Donc oui, effectivement, ces gros youtubeurs tournent sur plusieurs jours, mais ne pêchent pas pendant... Enfin, on peut pas compter ça en temps de pêche effectif. Après, maintenant, pour répondre à la question de est-ce qu'ils vont aussi dans des étangs privés, certains oui, mais en général, tout le monde le dit. Quand ils vont... Enfin, je sais que les youtubeurs que je connais personnellement, que je suis, le disent systématiquement. Quand ils vont sur un étang privé, sur un domaine privé, ils le disent. Même Bardécum est le premier à le dire. Quand il est invité, il dit souvent qu'il est invité par... Il y a un abonné qui l'a contacté pour lui dire que sur sa propriété, il avait un étang où il y avait par exemple du gros poisson. Il le dit clairement, il ne le cache pas. Je sais que beaucoup de youtubeurs, à partir du moment où ils vont pêcher sur un domaine privé, ils le disent clairement. Ils le disent clairement, personne ne s'en cache de ça. Donc oui, pour répondre à la question, alors les petits youtubeurs, on va résumer pour aller plus vite. Les petits youtubeurs tournent sur 1 ou 2 sessions dans la semaine. Il y a les gros youtubeurs, eux justement, c'est du lourd. Ils peuvent tourner sur 3, 4, 5 jours sur un même tournage jusqu'à temps qu'ils aient cumulé toutes les images qu'ils veulent, donc que ce soit en nombre de poissons, que ce soit en nombre de prises, de plans de vue différents, de plans de drone, tout ça. Alors des fois, voilà, un tournage peut être prévu sur une semaine, mais être bouclé en 2 jours parce que la personne est tombée sur 2 jours où les poissons étaient déchaînés. Et des fois, tu peux prévoir une semaine de tournage et devoir rajouter une deuxième semaine en plus parce que malheureusement on tombe sur une période de pleine lune ou des poissons qui ne répondent pas ou un gros changement climatique assez brusque, une baisse des pressions atmosphériques qui fout l'activité à zéro et en fait tu es obligé d'y retourner jusqu'à temps que tu fasses le nombre de poissons nécessaires et que tu aies tous tes plans. Et voilà la famille, la vidéo est terminée, hein, c'est bon, toutes les questions que l'on m'a posées, je viens d'y répondre. Donc j'espère que vous avez aimé ce format. Moi personnellement, je tenais à cœur, en fait ça me tenait vraiment à cœur de faire une vidéo FAQ parce que c'est vrai que des fois on me pose des questions dans les commentaires et je n'ai pas forcément le temps en fait de répondre. Enfin, j'essaie de prendre le temps de répondre à tout le monde, mais des fois je ne peux pas vraiment faire du cas par cas. Donc là ça m'a fait plaisir aussi de vous donner en fait l'occasion de me poser des questions qu'on ne m'a pas forcément encore posées. Et ça m'a fait aussi forcément donc plaisir de vous y répondre, de vous parler un petit peu de comment je suis arrivé à la pêche, de comment ça se passe en fait un tournage sur YouTube, des petites questions techniques, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc si vous avez aimé la vidéo, la famille, qu'est-ce qu'on fait? N'oubliez pas, on like. Maintenant aussi, dites-moi dans les commentaires, donc commentez, dites-moi dans les commentaires si vous avez encore d'autres questions pour une prochaine vidéo FAQ, en fait, des questions que vous voudriez savoir. Vous voyez, je réponds à toutes les questions que l'on me pose, donc n'hésitez pas, c'est open bar, posez-moi vos questions. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo à tout votre entourage. Et surtout aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, si toi qui me regardes, tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu fais? Arrête de perdre du temps et abonne-toi à la chaîne. Alors je sais, je vous le dis souvent et je le répète à chaque fois de toute manière, si je vous dis de faire tout ça, de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, c'est pour faire grossir la chaîne. Il faut comprendre en fait que l'algorithme YouTube repère aussi une chaîne et la propose par le nombre d'interactions qu'il y a, donc par le nombre de commentaires, par le nombre de likes. C'est quelque chose en fait d'important pour nourrir l'algorithme de YouTube.
Donc c'est comme ça en fait qu'on fait grossir aussi une chaîne YouTube, c'est en ayant le plus d'interactions. Il faut que la communauté crée le plus d'interactions possible. Donc c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je viens de le replacer encore une fois. Bon allez, sur ce, je vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à la prochaine la famille et n'oubliez pas, je vous kiffe de ouf.